avant que le ciel s'éteigne. Écrit par Stephen Creeks, consultable gratuitement sur stephencreeks.com. Prologue. Je vais mourir. Ça doit faire de moi un mec chanceux. Les toubibs me donnent 1 semaine, peut-être 2. Il y a tant de gens qui sont partis sans s'y préparer. Comme ma femme, ma Clara. Chaque jour depuis qu'elle est partie, elle me manque. Putain, elle me manque. Je n'ai rien vu venir. Nous nous sommes couchés comme tous les soirs, plus tôt que d'habitude. Elle m'a dit qu'elle était un peu fatiguée. Et elle ne s'est pas réveillée. C'est tout. Le matin, je me suis rapproché d'elle, comme tous les matins, et je n'ai rencontré que le froid. C'est ce qu'elle m'a laissé. Le froid et le silence. Ce silence qui ne m'a jamais quitté. Alors quitter cette vie, pour moi, ce serait une délivrance. Comme quelqu'un qui attend son train depuis trop longtemps et qui le voit enfin arriver au loin. Ces derniers jours, j'ai fait ce qu'on fait quand le compteur est proche du 0, du moins j'imagine. J'ai rangé mes papiers, j'ai écrit 2 lettres, une pour Michael, même si je sais qu'il ne la lira jamais. Il est mort peu après sa naissance. Clara a tant souffert pour lui, tant souffert pour rien. Je me rappelle de ce petit corps, trop petit, trop fragile, trop bleu. Il n'a pas vécu très longtemps, juste le temps qu'on l'appelle par son prénom, qu'on sente sa chaleur et qu'on apprenne le nom de la maladie qui allait l'emporter. Tétralogie de Fallot. Un mot barbare pour dire que son cœur s'était construit de travers. 4 malformations, m'avait expliqué le toubib. Rien à faire, juste attendre. Et nous avons attendu, sa respiration devenant de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Le vide. Et nous avons porté ce vide tous les deux, toute notre vie. Clara ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Quelle aurait été notre vie avec Michael? Je ne le saurais jamais. Je voulais juste lui dire qu'il m'a manqué, que j'aurais aimé apprendre à le connaître, le voir grandir. L'autre lettre, c'est pour Abby, la petite voisine devenue grande aujourd'hui. Elle s'amusait souvent devant sa maison, et chaque fois qu'elle nous voyait rentrer ou promener Gordon, elle accourait pour réclamer un bisou. Je me rappelle ses cookies mal cuits. Elle disait toujours qu'elle mettait de l'amour dedans. J'étais une sorte de grand-père pour elle. Elle était intelligente. Trop intelligente pour les gamins de son âge peut-être. Ça la rendait différente. Et les enfants n'aiment pas la différence. Ils la bousculaient, la charriaient. Et puis un jour, ils lui ont dit des choses sur sa mère. Des choses cruelles. Je suis sorti du garage avec mon fusil que j'étais en train de nettoyer. Je l'ai posé sur mon épaule et j'ai marché vers le groupe. Je ne me souviens pas très bien de ce que j'ai dit. Je dois leur avoir demandé de répéter en les regardant chacun dans les yeux. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont barrés. Aucun d'eux n'était courageux, au final. Après ça, pour Abby, j'étais devenu un super-héros. Un super-héros avec un fusil. Les gamins de l'école ont fini par la laisser tranquille, et d'une certaine façon, elle a fait partie de notre vie. Sa mère travaillait beaucoup le soir au Tres Pollos, en centre-ville. Alors nous gardions souvent Abby. Clara l'aidait à faire ses devoirs, moi je préparais le repas du soir. Je lui lisais une histoire avant qu'elle ne s'endorme. Et pour quelques heures, on avait ce qu'on n'avait jamais eu, une vie de famille. Elle est partie à l'université il y a quelques mois. Je me suis surpris à sourire en pensant que ce serait peut-être la première lettre qu'elle recevrait. Elle doit être habituée aux emails. Moi, je n'ai pas d'ordinateur. Ensuite, je suis allé voir mes potes, Tom et Wallace, les derniers qui me restent. On s'était retrouvés au dîner de Main Street. On n'a rien fait de spécial, comme toujours. On a parlé de politique, de la pluie et du beau temps,
du bon vieux temps aussi. Toutes ces conneries qui n'avaient pas vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était d'être ensemble, et ça nous suffisait. Une serveuse nous apporta le café. Leur clafoutis aux cerises était bon, vraiment bon. Les meilleurs que j'ai jamais mangés, je crois. Mais ces dîners-là finissent toujours par disparaître. C'est comme ça. Ensuite, j'ai apporté des pivoines à ma femme, comme tous les dimanches depuis 5 ans, ses fleurs préférées. Elle disait toujours qu'elles avaient l'air fragiles, mais que ce n'était qu'une apparence. Je suis resté un moment avec elle, pas un mot, pas une prière. Elle aurait détesté ça. Clara était baptiste, moi je suis athée. Elle respectait ça. Elle n'a jamais essayé de me changer. Et d'ailleurs, prier qui? Un Dieu qui avait arraché ma vie sans me la prendre? Un Dieu qui me laissait là, prisonnier d'une enveloppe vide qui respirait encore? Finalement, je lui ai simplement dit que j'arrivais bientôt. Pas fort, juste assez pour qu'elle m'entende. Pour croire un instant qu'il y a peut-être quelque chose après, un endroit où elle m'attend. Mais j'en doute. Il me reste encore une dernière chose à faire, quelque chose que j'ai porté pendant plus de 40 ans. Pas un mensonge, non, mais certaines vérités font plus de mal que le silence. Un secret d'État que je n'ai confié à personne, pas même à Clara. Pas que je voulais lui cacher quoi que ce soit, je voulais simplement lui faire un cadeau, celui de ne pas savoir. Ce que j'avais appris l'aurait rongée, elle aussi, et Dieu sait qu'elle avait déjà eu sa part. J'aurais voulu être du côté des ignorants, crois-moi, j'aurais payé cher. Mais le destin choisit ses témoins, et cette nuit-là, il m'a choisi moi, ce soir-là. 1955, le 20 août, le jour où je l'ai rencontrée pour la première fois. Clara. On était en pleine guerre froide. Les Russes avaient la bombe depuis 1949, tout le monde le savait. Les journaux, les politiciens, même les gosses à l'école. On faisait des exercices canard et couverture, comme si se cacher sous un pupitre allait sauver qui que ce soit. C'était l'époque de la peur. La peur était le tissu de tout. Moi, je n'avais pas peur. J'avais simplement ce que j'appelle aujourd'hui l'inconscience de la jeunesse. Je revenais de Corée et, pour être honnête, je ne sais encore pas comment j'ai survécu. Des copains plus forts que moi y sont restés. Moi, j'étais revenu, par hasard, par chance, ou parce que quelqu'un, là-haut, s'était trompé de cible. Revenir à Henderson, c'était comme émerger après une tempête. Une petite ville, des visages familiers, un silence presque trop propre. J'avais simplement repris mon travail à l'infirmerie. Sauf qu'ici, il n'y avait plus d'amputations à bander, plus de corps gelés à ramasser dans la boue. Juste des entorses, des coups de soleil, des gueules de bois. Les soldats venaient râler contre un sergent, une fille, un mal de crâne, un supérieur trop con ou un tour de garde mal tombé. Toujours les mêmes rengaines. Et moi, je les écoutais, une sorte de psy de caserne payé en clopes, histoire que leur confidence ne dépasse pas l'infirmerie. J'étais au courant de tout, leurs histoires, leurs peurs, leurs secrets. Qui couchait avec qui avait une dette de jeu. J'aurais pu en faire une chronique dans le journal de la caserne, mais c'était pas mon truc. On disait que j'étais discret. J'écoutais. Je ne parlais pas beaucoup. À la base, savoir fermer sa gueule, c'était une qualité précieuse. Il y avait toujours quelqu'un pour essayer de savoir ce que tu savais. À la caserne, les soldats entre eux étaient de vrais concierges. À l'extérieur, c'était l'inverse. Quand je revenais à Henderson, personne ne demandait vraiment ce que je faisais exactement. À aucun d'entre nous d'ailleurs. Les gens du cru le savaient, ça n'aurait servi à rien. Les ordres étaient clairs, ne rien dire à personne, jamais. Ce jour-là, j'étais en permission, 3 jours,
3 jours loin de la base. Un retour à la réalité que j'appréciais tout particulièrement. C'était la fête de la paroisse de Henderson, au gymnase municipal. Je n'ai jamais raconté ce qui s'est réellement passé cette fameuse nuit. Et vous ne le lirez dans aucun journal, ni dans aucun manuel d'histoire. Il y a pourtant des gens qui savent et qui se taisent. Moi, j'ai gardé le silence pendant trop longtemps. Mais le silence finit toujours par peser trop lourd. Et je ne veux pas emporter ça dans la tombe. Quand un homme qui s'est tu toute sa vie décide enfin de parler, vous feriez mieux d'écouter. Parce qu'après moi, il n'y aura plus personne pour témoigner. C'est comme ça.